Comme finalement assez régulièrement sur cette chaîne, aujourd'hui il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture qui aujourd'hui mélangera le contemporain, le policier, le thriller entre guillemets et un roman un petit peu inclassable. Et je vous préviens, dans l'ensemble, on est une fois de plus sur une plutôt bonne sélection. Alors c'est parti! Le tout premier roman dont je dois vous parler, il s'agit de La nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors pour une fois, on va dire que je vais pouvoir vous faire un résumé, même si ça restera un résumé assez succinct de cette histoire, parce que comme d'habitude avec Amélie Nothomb, on est sur du roman tout rikiki, donc on va éviter de trop en dire, même si pour le coup il n'y a pas de gros suspense. Dans ce petit roman, Amélie Nothomb va du coup retourner au Japon où elle n'est pas allée depuis 16 ans. Alors pour ceux qui ne le sauraient potentiellement pas, le Japon est très important pour Amélie Nothomb puisqu'elle y a vécu, qu'elle y a grandi. Même si j'ai cru comprendre dernièrement qu'à ce sujet, elle n'aurait pas forcément toujours dit la vérité, mais bon. Toujours est-il qu'elle y fait quand même souvent référence dans ses différents romans. Et donc ici, on ne va pas être sur une fiction, ou en tout cas, ce n'est vraiment pas l'impression que ça donne, puisqu'on va tout simplement suivre Amélie Nothomb en personne, qui est suivie par une équipe de télévision qui souhaite réaliser un documentaire sur elle, et surtout sur elle, revenant un petit peu sur les traces de son passé au Japon. On est du coup dans une sorte de roman pseudo-autobiographique réaliste. Je ne sais pas vraiment comment le classer, comment l'expliquer. Je ne sais même pas si ce tournage a réellement eu lieu. Je vous avoue que je ne me suis pas renseignée sur le sujet. Mais en tout cas, c'est ainsi que l'auteur nous présente les choses ici. C'est donc, une fois de plus, un Amélie Nothomb de plus à mon actif. Si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'en ai déjà lu énormément. Il y en a même très peu que je n'ai pas encore lu d'elle. Et comme d'habitude, je l'ai lu en un temps record. Alors, pas parce qu'il s'y passe des choses foncièrement palpitantes, mais juste parce que, comme je l'ai dit, à chaque fois, c'est des romans extrêmement courts. Donc vous dire qu'en une heure et demie de lecture, c'est torché. Et pour ma part, ce ne sera vraiment pas l'un de mes préférés de l'auteur. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il faut savoir que dans toute son œuvre, c'est finalement ici un récit un petit peu particulier puisque l'on n'est ni sur une fiction, ni même sur une histoire romancée, inspirée de sa vie, mais vraiment sur presque un documentaire, mais à la façon écrite, qui revient donc sur son passé au Japon, ce qui fait que l'on a vraiment ici un récit hyper centré forcément sur Amélie Nothomb, sur ses souvenirs et sur ses ressentis. Le type de livre du coup, je suppose fortement extrêmement intéressant pour les grands fans de l'auteur. Mais pour ma part, même si je l'apprécie, mais n'étant pas non plus une fan ultime, je vous avoue que mon intérêt a été assez vite limité. Je vous avoue qu'en débutant cette lecture, j'avais surtout envie de voyager et oui, bien sûr, forcément, on y parle du Japon, mais malgré tout, j'ai trouvé finalement ce récit assez peu dépaysant. Même si l'auteur y fait quelques parallèles entre le Japon et l'Occident et qu'elle y revient également sur quelques spécificités, je dirais, de la société nippone, j'avais vraiment envie de plonger beaucoup plus dans la culture japonaise et également dans ces paysages extraordinaires. Je sais que finalement on est ici sur un récit qui se veut vraiment porté sur l'auteur et sur son passé au Japon, mais je vous avoue que par moments j'ai trouvé l'histoire quand même un brin trop auto-centrée, voire un poil prétentieux par moment. Et à tous les grands fans d'Amélie Nothomb, ne me tombez pas dessus, ce n'est que mon humble avis. Vous avez bien sûr le droit de penser ce que vous voulez de ce roman. Je dis ça parce que je sais pertinemment qu'Amélie Nothomb a une armada de fans derrière elle, des fans qui parfois peuvent être un poil virulents. Un poil. Alors oui, on retrouve bien ici le style d'Amélie Nothomb, sa plume qui a un côté assez rêveur et le fait aussi qu'elle remette parfois en lumière des mots et des expressions un petit peu tombés en désuétude. Mais il n'y a rien à faire.
pour ma part, même si ce ne fut pas une lecture désagréable, je suis malgré tout franchement restée sur ma faim. J'avais vraiment envie qu'Amélie Nothomb m'emmène avec elle au Japon, qu'elle me fasse découvrir ce pays qui semble avoir tant d'importance pour elle, mais faut reconnaître que dans l'ensemble, je suis un petit peu restée sur le tarmac. J'ai par contre vraiment apprécié la façon dont elle a abordé ce qui fait finalement en grande partie ce titre, c'est-à-dire la nostalgie. En effet, cette introspection dans son passé a très bien permis d'aborder et de ressentir, je trouve, cette émotion, ce sentiment que l'on appelle nostalgie et qui peut facilement glisser d'une nostalgie triste à une nostalgie heureuse. Ici, l'auteur replonge donc dans la nostalgie de ses souvenirs d'enfance et début de vie de jeune adulte, je dirais. Et du coup, forcément, par transfert, le lecteur a tendance à lui-même se replonger dans la nostalgie de ses propres souvenirs et expérimenter sa propre nostalgie par rapport à cette période. Pas un mauvais Amélie Nothomb donc pour ma part, puisque l'on y retrouve bien son style et que j'ai trouvé cette thématique de la nostalgie franchement intéressante et plutôt bien abordée, mais je pense vraiment que c'est un livre qui plaira beaucoup plus aux grands fans de l'auteur, parce que du coup je pense que pour ma part je suis complètement passée à côté de tout ce qui concernait sa vie et je n'ai par conséquent pas été autant embarquée que je l'aurais souhaité dans ce Japon qui semble si cher à son cœur. Si je devais du coup résumer ça assez simplement, je dirais qu'un Amélie Nothomb, ça passe toujours très bien, mais que pour ma part, je ne suis vraiment plus aussi fan que j'ai pu l'être lorsque j'avais, je dirais, 15-20 ans, que j'ai découvert cet auteur avec des titres qui pour le coup m'avaient un petit peu retourné. Là, je sais pas, j'ai un sentiment un petit peu de tourner en rond avec elle et parfois presque de facilité dans ses écrits. C'est donc une auteure que j'aime bien de temps en temps déguster et de façon toujours très rapide, mais clairement je ne me jetterai pas sur ses romans et sur ses parutions dès qu'elles arrivent en librairie. Le roman suivant, vous l'avez vu il y a peu de temps sur la chaîne dans un book haul, et oui, je l'ai déjà lu. Il s'agit du Cercle des mensonges de Céline Dangean aux éditions Marabout, dans la collection Black Lab. Au tout début de ce roman, on suit donc une femme qui est réfugiée en France, qui est sans papier et qui gagne sa vie tant bien que mal en effectuant des ménages la nuit dans une grande tour dans un quartier d'affaires de Toulouse. Tout se passe bien, elle termine son ménage, elle prend l'ascenseur pour redescendre ou monter à l'étage du dessus, je ne sais plus. Un ascenseur qui est complètement vitré et qui donne du coup sur l'extérieur et sur les autres immeubles. Et c'est du coup à ce moment-là qu'elle va être témoin malheureusement d'un crime qui se passe dans l'immeuble juste en face. Un crime où elle va voir deux hommes qui vont tout simplement jeter du haut du toit de cet immeuble un jeune garçon. Et en parallèle de ça, on va également retrouver le corps d'une femme qui est prof à l'université, une femme bien sous tout rapport, mais que l'on va du coup retrouver assassinée dans une forêt. Alors l'une des enquêtes va être confiée à la gendarmerie, l'autre à la police. On va par conséquent vraiment suivre en parallèle, j'ai envie de dire, deux personnages importants, un policier et une gendarme, qui bien sûr, vous vous en doutez, à un moment ou à un autre, vont se télescoper dans leurs enquêtes. C'était donc mon tout premier Céline Dangean et je dois avouer que je n'ai pas été du tout déçue. Même si je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été pour moi un coup de cœur et j'avoue que j'aurais potentiellement aimé, avant de débuter ma lecture, savoir qu'il s'agissait d'un tome 4 d'une saga. J'ai pas mal de choses à dire sur ce bouquin et je vous avoue que ça ne m'arrange pas vraiment parce que ce livre pèse vraiment le poids d'un âne mort. On dirait pas comme ça, mais être booktubeuse, ça peut vite devenir du sport. Comme je le disais donc, lors de ma lecture, j'ai eu la désagréable surprise de me faire spoiler certains romans précédents de l'auteur et surtout son roman Le Cheptel, dont j'avais pas mal entendu parler et dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et c'est dommage parce que j'avais vraiment très envie de découvrir Le Cheptel, sauf que forcément là je risque de laisser passer un certain moment en espérant oublier un max d'infos d'ici là.
Parce qu'en plus de retrouver dans ce roman-ci le personnage d'Héloïse, qui est du coup notre gendarme qui semble apparemment être le personnage vraiment au cœur du roman Le Cheptel, et bien ici notre gendarme reprend, j'ai envie de dire carrément, la suite de l'enquête qu'il y a dans Le Cheptel. Donc un conseil, ne faites pas comme moi et veillez vraiment à avoir lu ces autres romans avant de vous lancer dans la lecture de celui-ci. Cette petite déconvenue mise à part, qui n'est d'ailleurs absolument pas du fait de l'auteur, j'ai finalement découvert une plume plutôt agréable, bien travaillée, et je dirais même un brin littéraire par moment. En effet, l'auteur prend le temps de poser son ambiance, ses personnages, et l'intrigue se met en place petit à petit, et j'ai également vraiment beaucoup apprécié que la ville de Toulouse soit autant mise au cœur de ce roman. J'ai du coup eu le sentiment d'en apprendre un peu plus sur cette ville que je ne connais absolument pas. Et puis je vous avoue aussi que ça faisait franchement du bien pour une fois d'avoir un roman policier qui ne se situe pas à Paris. J'ai vraiment apprécié, je crois, tous les personnages, que ce soit ceux de la police ou de la gendarmerie, même si j'avoue que j'aurais aimé en savoir peut-être un petit peu plus sur leur psychologie et leur vie perso, leur passé. Mais je me demande si ça n'aurait pas de toute façon été le cas si j'avais lu du coup les tomes précédents. C'est possible. D'ailleurs, concernant la gendarmerie et la police, j'avais imaginé que les deux enquêtes allaient se réunir beaucoup plus rapidement. Or, ça arrive, je trouve, assez tardivement dans le roman. Les deux enquêtes prennent leur temps, ce qui est très bien d'un côté parce que du coup, j'ai trouvé ça plutôt réaliste. Soyons clairs, une enquête policière dans la vraie vie ne se résout pas en 24 heures. Mais j'avoue que d'un autre côté, par moment, j'aurais aimé que ça aille un poil plus vite. Il y a par contre une relation amoureuse qui arrive, qui débute à un moment dans ce roman que pour le coup j'ai trouvé bien trop rapide et du coup pas du tout crédible à mes yeux. Et puis en plus de ça, je vous avoue que je ne l'ai trouvé pas du tout essentiel à ce roman. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Pour ce qui est de l'intrigue en elle-même et de la résolution de l'enquête, je dois avouer que j'ai personnellement été un peu déçue. Tout simplement parce que je n'avais juste pas envie que cette histoire se termine comme ça, mais en soi il faut reconnaître que cette fin est tout à fait crédible et bien malheureusement j'ai envie de dire. De plus, cette fin ouvre sur des questionnements que personnellement je m'étais déjà posés. Après, libre à chaque lecteur de se faire sa propre opinion. Je dirais que du coup on termine sur une morale à la fois acerbe et abjecte mais terriblement réaliste. Et c'est bien ça le plus dommage. Enfin, quand je dis le plus dommage, c'est pas dommage du tout pour le livre et pour l'auteur, mais vraiment dommage pour le monde dans lequel on vit. Bref, je vais m'arrêter là parce que après je risque d'en dire trop. Ce n'est pas un roman que j'ai trouvé particulièrement violent ou gore, pas du tout. Je dirais plutôt que c'est un bon polar actuel et social qui est articulé autour de personnages intéressants et d'une plume, ma foi, bien travaillée et agréable. Une très bonne découverte donc pour moi, même si je suis persuadée que j'aurais beaucoup plus apprécié ce roman-ci si j'avais pu lire les tomes précédents avant. Ce ne fut donc pas pour moi le grand coup de cœur qui semble avoir fait vibrer tant de lecteurs. Néanmoins, je suis très heureuse d'avoir enfin pu découvrir La Plume de Céline Dangean, une plume que je retrouverai d'ailleurs avec beaucoup de bonheur parce que oui, je compte bien lire d'autres de ses romans. Le problème maintenant, c'est justement de savoir lequel, parce que bon, j'aurais bien lu Le Cheptel du coup, mais bon, étant donné que la résolution de ce roman m'est encore très bien en tête, ça risque d'être un peu compliqué. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je pense que Le Cheptel n'est pas le premier tome de cette saga. Il me semble que l'auteur a aussi écrit La fille de Cali. Alors, si vous savez me dire un peu dans quel ordre vont ces différents romans et me conseiller potentiellement sur le prochain que je devrais lire, je suis preneuse. Dites-moi tout, lâchez-vous en commentaire. Et je vais poursuivre ce point lecture avec un auteur chouchou dont je vous parle beaucoup en ce moment. Mais je vous avais prévenu, ce n'est pas prêt de s'arrêter sur la chaîne, puisque ça y est, j'ai aussi lu Rage de Stephen King aux éditions J'ai lu. Bon, l'histoire de Rage est, je pense, plutôt connue, donc je vais vous faire un résumé extrêmement concis. Dans ce roman-ci, on va suivre le personnage de Charlie, qui se rend dans son lycée et qui, suite à un événement, va faire irruption dans une classe, tuer son professeur
et prendre en otage tous les élèves de la classe en question. Et petit rappel et recontextualisation, ce roman a été écrit en 1977. C'est l'un d'ailleurs des premiers écrits par King, qu'il avait édité à l'époque sous son pseudonyme Richard Bachman. Et depuis, je crois, l'année 2000, ce roman n'est plus édité, sur la demande d'ailleurs de Stephen King, puisqu'apparemment ce roman aurait été retrouvé dans les affaires personnelles de plusieurs tueurs de masse, tels que, entre autres, les tueurs de la tuerie de Columbine. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos, on va pouvoir passer à mon avis. Il me semble qu'il s'agit pour moi du premier roman de Stephen King que je lisais sous le pseudonyme de Richard Bachman, et je dois reconnaître qu'une fois de plus, dans l'ensemble, ce fut encore une lecture fort enrichissante et pleine de questionnements sur l'humain dans ses grandes largeurs. Alors j'avoue qu'avant de débuter ma lecture, je m'attendais vraiment à trouver une histoire hyper dure, poignante, voire même super violente, et je pense tout simplement que je m'étais faite cette idée-là de ce roman à cause de cette sorte de légende urbaine comme quoi ce roman aurait été retrouvé, comme je l'ai dit, entre autres dans les affaires des tueurs de la tuerie de Columbine. Et finalement, j'y ai trouvé un récit beaucoup plus nuancé que ce à quoi je m'attendais et franchement surprenant par certains aspects. Alors attention, hein, on est tout de même ici clairement dans la tête d'un ado de 17 ans qui, suite à son renvoi du lycée, renvoi d'ailleurs plutôt mérité, il faut bien l'avouer, décide de tuer de sang-froid deux de ses professeurs et de prendre en otage sa classe. Donc oui, on est d'accord, on n'est clairement pas au pays des bisounours. En même temps, on est sur du King, donc bon, demander au King d'écrire de la guimauve, grosso modo, ce serait comme demander à la reine Elisabeth de twerker en string à paillettes sur du Nakamura. Ça n'arrivera jamais. On est ici sur un récit hyper introspectif puisqu'en fait tout du long l'histoire est racontée à la première personne du point de vue de Charlie, vraiment comme si on était dans sa tête. Charlie qui est du coup vraiment un ado en mal d'amour, en mal de repères, en mal de vivre, bref, un petit peu en mal de tout quoi. Alors oui, vous me direz, ce procédé peut sembler peut-être un peu facile, mais personnellement, je ne vois pas quel autre choix aurait pu faire Stephen King pour vraiment nous faire comprendre la psychologie et le passé de Charlie et nous faire ressentir aussi fort ses sentiments, ses questionnements et ce qui fait qu'à un moment il a fini par basculer. On retrouve déjà dans ce roman certaines thématiques qui vont par la suite revenir de façon assez régulière dans les différentes œuvres de Stephen King, à savoir entre autres les relations parents-enfants, les traumatismes également de l'enfance et les plaies béantes qu'elles peuvent créer, l'amitié enfantine et aussi la complexité de l'adolescence et tout ce qu'elle peut comporter, je dirais, de difficultés, de risques, d'épreuves et également de parts de sombre. Et là, vous allez me dire, dit comme ça, on retrouve quand même pas mal de similitudes avec le roman Carrie, qui est d'ailleurs pour moi un très très bon Stephen King, dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça et que je vous recommande sans problème. Ce roman, pour moi, c'est avant tout un roman sur cette période charnière de la vie qu'est l'adolescence. Pratiquement tout au long de ce roman, en fait, les ados sont mis en opposition avec les adultes. On voit ainsi vraiment comment les uns agissent sur les autres, comment les plus jeunes perçoivent leurs aînés et comment d'ailleurs bien souvent ils souhaitent se démarquer d'eux et ainsi trouver une sorte d'émancipation et d'individualité propre. J'ai souvent entendu dire que ce roman traitait de la folie. J'avoue que c'est clairement ce que l'on pourrait penser au premier abord, mais en creusant un peu, je me demande si c'est véritablement le cas. Parce que finalement, j'ai eu le sentiment que cette histoire posait un petit peu la question de savoir qu'est-ce que la folie finalement au fond, comment est-elle définie et par qui. Pour moi en tout cas, ce n'est pas de la folie pure au sens un petit peu classique du terme dont l'auteur a voulu parler, mais plutôt d'une forme un petit peu de folie qui serait potentiellement tapie au fond de chacun d'entre nous. Vous savez, cette part de sombre et de noirceur que l'on a potentiellement tous en nous et qui peut ou non éclater du jour au lendemain.
J'ai aussi souvent lu que ce roman traiterait du syndrome de Stockholm et j'ai envie là encore de répondre oui au premier abord. Mais finalement, après avoir terminé ma lecture, je me demande si ce qui s'y passe peut être vraiment apparenté au syndrome de Stockholm. J'en suis pas si certaine. J'ai plutôt eu la sensation d'une sorte de rassemblement et d'ouverture d'idées. C'était presque une sorte de séance de thérapie collective, de déversoir de noirceur et de remise en question commune de ces adolescents bien souvent muselés, que ce soit par leurs professeurs, par leurs parents, par les conventions, et qui enfin trouvent ici l'occasion de vider leur sac et d'être peut-être un peu plus eux-mêmes. Et puis forcément, comment aborder les questionnements et les tensions adolescentes sans aborder la grande thématique de la sexualité ? Je vous le demande. D'autant plus, j'ai envie de dire, au sein de cette société franchement plutôt puritaine que l'on a aux États-Unis. Vous l'aurez donc compris, il est effectivement pas mal question de sexualité dans ce roman, mais sachez que ce n'est pas du tout fait de façon putassière, bien au contraire, j'ai trouvé que ça avait complètement sa place dans cette histoire. Comme je l'ai dit, j'ai retrouvé dans ce roman pas mal de points que j'avais déjà beaucoup aimés dans Carrie. D'ailleurs, il faut savoir que Carrie a été écrit seulement 3 ans avant Rage. On retrouve du coup forcément entre ces deux œuvres pas mal de points communs. 2 romans donc dans l'ensemble je trouve assez similaires qui pour moi proposent vraiment 2 points de vue, 2 interprétations de cette période de la vie sous 2 angles différents. Malgré tout, si je devais comparer les 2 œuvres, je dirais que j'ai vraiment préféré tout de même Carrie, même si pour autant dans Carrie il y a une part de fantastique et que à la base c'est pas franchement ce que je préfère, alors qu'ici on n'a absolument pas de fantastique du tout. Mais je sais pas, Carrie a été pour moi plus fort en émotion et paradoxalement plus violent aussi. Rage est donc pour moi un bon King, même s'il ne fera pas partie des romans que je préfère de l'auteur et qui, contrairement je trouve à ce que l'on entend souvent à son propos, n'est pas une simple histoire de tuerie de masse dans un lycée, mais plutôt une sorte de grosse remise en question du système éducatif et je dirais même de l'éducation aux États-Unis au sens large. Alors oui, je sais, mon avis ne va pas forcément correspondre à tout ce que j'ai pu lire et entendre sur ce roman, mais écoutez, je sais pas, c'est peut-être moi qui en fais une toute autre interprétation, mais c'est vraiment ce que j'en ai pensé. Donc voilà, pas un coup de cœur, pas un coup de poing, mais ça reste du King et ça reste tout de même très très bon, très profond et plein de questionnements. Je ne peux donc que vous recommander là encore, si vous le pouvez, de le lire. Parce que j'ai cru comprendre que même s'il est très difficile à trouver en occasion, il serait apparemment disponible dans pas mal de bibliothèques. Donc écoutez, ça vaut peut-être le coup de vous renseigner. Et je terminerai ce point lecture avec là encore un roman que je vous ai présenté il y a très peu de temps dans un book haul. Je vous avais dit qu'il y passerait très rapidement. Voilà, c'est donc chose faite. Pour le coup, j'en étais persuadée et j'avais bien raison. J'ai enfin lu du coup Raison obscure d'Amélie Antoine aux éditions Pocket. Oui, ce roman a déjà tourné sur plein de chaînes lorsqu'il était sorti en grand format. Et oui, j'ai mis pas mal de temps à enfin le découvrir. Alors, contrairement à ce que j'avais pu entendre à l'époque, je vais vous faire un résumé vraiment très succinct parce que pour le coup j'en avais peut-être personnellement un petit peu trop entendu. Je dirais donc que dans ce roman, au départ, on suit en parallèle 2 familles, les Mariani je crois et les Kessler. Dans l'une des familles, on a papa, maman et 2 enfants et dans l'autre, papa, maman et 3 enfants. L'un des couples n'est pas vraiment au beau fixe puisque madame a une aventure avec son amour de jeunesse et de l'autre, madame a elle un problème avec son voisin qui fait un peu trop de bruit. Et étant donné qu'elle travaille à domicile, c'est pas simple tous les jours. Et je sais que dit comme ça, ce résumé ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt, mais je vous assure que vraiment, il faut plonger dans ce roman en sachant vraiment un minimum. Depuis le temps que j'entendais parler de ce roman comme d'un roman fort et d'un roman coup de poing, je comprends désormais pourquoi
autant de lecteurs en ont parlé en ces termes, même si, comme je l'ai dit, à cause de certaines chroniques, je m'attendais un petit peu à la thématique abordée et que par conséquent, je n'ai peut-être pas eu l'effet de surprise de dingue qu'ont pu avoir, je dirais, les premiers lecteurs. C'est donc pour ma part le troisième roman que je lis d'Amélie Antoine et c'est sans aucun doute pour moi celui que j'ai clairement le plus aimé et également celui que j'ai trouvé le plus abouti. Parce qu'au-delà de sa plume que je trouve toujours aussi agréable, j'ai vraiment apprécié ici le côté ultra réaliste de cette histoire. Comme dans son roman Fidèle au poste, elle a vraiment ici découpé son histoire, son roman en deux parties très différentes. Ce procédé d'écriture est presque devenu pour moi sa signature à elle, son procédé qui y est propre et je dois reconnaître que je trouve qu'elle maîtrise parfaitement cette construction narrative et que jusque-là, à chaque fois, pour moi, elle fait mouche. Alors oui, clairement, j'ai préféré la deuxième partie, mais les deux parties ont vraiment chacune leur importance parce que je sais pertinemment que sans cette première moitié, la seconde n'aurait pas eu, je dirais, la résonance et l'impact qu'elle a pu avoir. Comme bien souvent avec Amélie Antoine, on est ici avec une sorte d'ovni littéraire qui se situe entre le roman contemporain, le roman noir, avec en plus ici une certaine dose de tension, un mélange qui me correspond complètement, que je trouve personnellement plutôt original et qui m'apporte ce que moi je recherche dans mes lectures. Autant dire que c'est tout bénef. En plus d'une écriture très réaliste, abordable et pourtant bien travaillée, j'ai trouvé que ce récit était percutant et glaçant parce qu'il met justement en scène deux familles qui sont pratiquement des stéréotypes de familles françaises. En tout cas, deux familles lambda auxquelles je suis persuadée énormément de lecteurs et de lectrices pourront très facilement s'identifier et c'est ce qui en fait son côté vraiment proche de nous, hyper réaliste et du coup complètement angoissant. Les personnages sont tous très bien écrits et on les imagine tous parfaitement exister dans la réalité. Assez banal au premier abord, ils se révèlent tous au fur et à mesure de l'histoire, chacun avec leurs petits travers, leurs petits secrets plus ou moins avouables, leurs forces et aussi leurs faiblesses. Le problème en fait avec ce roman, c'est que je vais avoir beaucoup de mal à vous en donner un avis détaillé sans risquer de vous spoiler et je suis vraiment persuadée qu'il faut découvrir cette histoire en sachant vraiment le moins possible. Je ne veux même pas vous parler de la thématique centrale parce que pour moi cette thématique fait complètement partie de la surprise et de l'intérêt que représente ce roman, mais sachez juste que c'est une thématique extrêmement importante et malheureusement plus que jamais d'actualité et j'ai trouvé que l'auteur l'abordait formidablement bien et de façon tristement réaliste. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Si je devais résumer ce livre, je dirais que c'est vraiment un roman coup de poing qui est tristement bien trop réel. Je n'en dirai pas plus, en tout cas sachez vraiment que j'ai eu le sentiment de complètement vivre ma lecture. Ce roman m'a fait passer par toute une palette d'émotions allant de la tristesse à l'incompréhension, de la colère au dégoût en passant même parfois par la rage. Et pour revenir juste un tout petit peu sur cette thématique centrale, j'ai trouvé que l'auteur l'avait abordée de façon très intelligente, sans tomber dans certaines facilités et certains clichés qui pourtant auraient pu être un petit peu tentants pour l'auteur. Même si j'ai eu le sentiment au début de ma lecture que l'histoire mettait peut-être un petit peu de temps à démarrer, je dois reconnaître que finalement, après avoir terminé ce bouquin, pour moi, ça aura été un beau coup de cœur, je pense. Vraiment une lecture marquante que je ne suis pas prête d'oublier, une lecture bouleversante et dont les personnages, enfin surtout deux d'entre eux, auront vraiment su marquer mon esprit de leur empreinte. Un roman fort donc que je ne peux que vous encourager à découvrir si ce n'est pas déjà fait, au cœur duquel on retrouve vraiment une thématique forte et importante, servie par une plume que j'ai trouvée à la fois intelligente, agréable, originale et parfaitement équilibrée.
Du très très bon Amélie Antoine donc, et je vous avoue qu'après une telle lecture, je n'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur ces autres romans que je n'ai pas encore découverts. J'ai tout simplement envie de dire bravo madame, j'espère juste qu'elle ne nous a pas livré ici son espèce de chef-d'œuvre ultime et que par conséquent, en comparaison, ces autres romans me sembleront peut-être un petit peu fades, mais bon, c'est un risque que je suis prête à prendre. Ça ne me décourage pas du tout, bien au contraire, comme je le disais, à découvrir ces autres romans. Et si jusque-là, je n'ai pas eu que des super lectures de dingue avec Amélie Antoine, je vous avoue que si tous ces autres bouquins sont à la hauteur de celui-ci, elle va très très vite passer dans la catégorie de mes auteurs chouchous. Parce que là, ça a été un formidable régal pour moi, une lecture bouleversante, une lecture marquante. Je sais que beaucoup d'autres personnes sur Booktube l'ont déjà dit, mais vraiment, découvrez ce roman. C'est donc ainsi que se termine ce point lecture et comme vous l'aurez compris, dernièrement, j'ai vraiment fait de bonnes, voire de très très bonnes lectures. J'étais donc partie sur une très bonne lancée et entre deux, les choses se sont gâtées. Je vous avoue que j'ai un autre point lecture en préparation et pour l'instant, les lectures que j'ai à vous y présenter seront beaucoup moins folichonnes, voire pour certaines franchement catastrophiques. Allez, petit spoil, dans le prochain point lecture, il y a, je pense, le pire livre que j'ai lu depuis la création de cette chaîne. En tout cas, le livre que j'ai le plus mal noté sur Livre Addict, ça c'est sûr. Et le problème pour ce roman, c'est que je ne suis pas la seule à lui avoir mis cette note aussi basse. Et comme on dit chez moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais bon, je vais arrêter de tergiverser. On parlera bien sûr de ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, j'espère en tout cas que les romans que je vous ai présentés aujourd'hui vous auront potentiellement donné envie de les découvrir. Surtout, comme je l'ai dit, le Amélie Antoine, s'il vous plaît, lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu parce que vraiment, ce roman est absolument génial. On n'oublie pas, si vous souhaitez papoter avec moi, les commentaires sont ouverts. Je prends le temps de répondre à tout le monde, même si parfois j'avoue que je suis un petit peu longue. Mais bon, que voulez-vous, j'ai une vie à côté de Booktube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que mes avis lecture vous intéressent, je ne peux que vous enjoindre à le faire tout de suite. Sur ce, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Et je vous envoie en attendant tout plein de bisous. Bye!